Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 17 janvier. Au sommaire aujourd'hui, on célèbre un anniversaire, les 5 ans du Nyon Business Forum, association des entrepreneurs. On reçoit aujourd'hui sur le plateau son président Robert Genevski, accompagné du directeur artistique Michael Guzla. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. En sport, on pédale ce mardi en compagnie du Grand Tour du Léman Racing Club de septembre à janvier. Les cyclistes de la région vont comparer leurs chronos et surtout vont se challenger sur 9 parcours différents. On en parle aujourd'hui avec les organisateurs Nicolas Holguin et David Gérardon. Bonjour à vous messieurs, bienvenue sur ce plateau. En fin d'émission, on va lever le coude et ça fait plaisir avec une bouteille. C'est la bouteille de l'année 2023 ou plutôt le vin d'honneur du Conseil d'État. Un chasselas bien de chez nous, Alexandre. Salut Andrea, eh bien oui, un chasselas du domaine de Haute-Cour à Montsurol. Alors d'habitude, ils ont une vue magnifique sur le lac. Là, comme tu vois, eh ben, il neige, c'est vrai, on se croirait à Noël justement. Mais on va quand même parler de raisins, de vignes, du métier de vigneron, de vin. Et puis on va goûter ce chasselas. Voilà, je rentre avec Michael Monnier. Bonjour Michael. Alors vous êtes vigneron ici au domaine de Haute-Cour. Alors regarde Andrea, voilà, il est là, ce vin, ce grand cru, ce chasselas. Je t'en dis pas plus, on va bien entendu en parler après, on va visiter cette cave et puis en fin d'émission, je dégusterai ce vin. À tout à l'heure alors. Je commence à avoir l'habitude, moi je finis toujours à l'eau, je comprends pas, avec modération sur le plateau mais à la maison aussi, bon on le sait, mais j'aimerais bien un petit peu de vin Alexandre, tu feras un effort pour la prochaine, ok? À tout à l'heure, avec nous sur le plateau, je vous en prie, Robert Genevski, Michael Guzla, venez me rejoindre. On va parler évidemment du Nyon Business Forum. On va revenir sur l'association des entrepreneurs qui a fêté son 5e anniversaire en fin d'année dernière. Bienvenue messieurs, joyeux anniversaire, on peut encore le dire? Ah oui, oui, c'est tout à fait le cas de le dire. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Robert Genevski, qu'est-ce qui représente pour vous ces 5 ans? On sait que c'est une association que vous avez fondée en 2017 avec 2 autres amis. Qu'est-ce que ça représente pour vous cet anniversaire? Ça représente la réussite d'une start-up tout d'abord, parce qu'il n'est pas évident par des temps qui courent qu'une start-up existe au-delà de ses 3 premières années d'existence. Et nous, on existe depuis 5 ans, malgré 2 années de Covid où on a dû siéger en virtuel. Oui, alors c'est vrai que c'est une association qui est bénévole et qui vise à soutenir les créateurs de valeur et d'emploi de la région et qui leur permet notamment de faire du réseautage. Mais ça passe par quoi et comment ça fonctionne concrètement? Ça fonctionne très simplement par des réunions mensuelles qui ont lieu entre midi et 2 heures un vendredi par mois avec un intervenant, une intervenante ou une visite en entreprise, un échange, un petit repas et puis on retourne au travail, si on retourne au travail le vendredi après-midi. Et ensuite, la magie opère, des connexions se créent entre les différents entrepreneurs, on va y revenir. Mais Michael Guzla, vous êtes directeur artistique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en charge de la communication et du panel esthétique du Nyon Business Forum. C'est une extension de mon métier. J'étais en charge de créer par exemple le logo, l'univers graphique, c'est une chose, mais de pousser la réflexion un peu plus loin. Avant le Covid, on a par exemple créé un set d'interviews de nos speakers. Donc à chaque vendredi, on interviewait les personnes qui étaient chargées de nous présenter un projet ou une association. Pourquoi? Vous recherchiez quoi à ce moment-là? On cherchait un supplément d'information pour les membres qui n'avaient pas pu venir. On cherchait aussi un supplément d'information pour les membres qui étaient venus et qui n'avaient pas forcément pu poser des questions. Sachant que nous, étant donné qu'on est très local, on voulait poser des questions sur cette localité, sur l'importance de tel et tel business, de tel projet, de telle association, de telle création d'activité. Qu'est-ce qu'elle peut apporter au local ou qu'est-ce que le local peut lui apporter? Ouais, ce local justement et ce terreau d'entrepreneurs qu'on a dans la région, Robert Genevski, en 5 ans, comment déjà est-ce que vous pouvez aujourd'hui le définir? Moi, je dirais que c'est une plateforme d'échange, de soutien mutuel, de découverte et de réseautage, tout simplement. Donc, on a découvert que les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, hommes et femmes, partagent certaines qualités. Les qualités sont les mêmes que l'entreprise soit une micro-entreprise d'une personne, de 2 personnes, ou une grande entreprise. Et en fait, nos membres qui sont issus de différents domaines, qui sont
parfois des micro-entrepreneurs ou des directeurs de grandes entreprises ont beaucoup de choses à se dire, à partager entre eux. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire quoi? Quelles sont ces qualités ou les faits qui aujourd'hui rassemblent ces différentes entreprises, que ce soit des grandes entreprises de la région ou des petites? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous viennent à l'esprit? La question est ouverte pour les deux. Je dirais qu'on a tous à peu près les mêmes questionnements en tant qu'entrepreneurs. On a tous à peu près les mêmes problématiques, que ce soit de payer les factures, que ce soit des problèmes de ressources humaines, que ce soit des problèmes de connexion avec d'autres entreprises. Et nous, on ne va pas dire qu'on apporte la solution, mais par contre, on crée le réseau qui est propre à répondre à ces questions. On essaye de favoriser l'éclosion d'une collaboration entre différents métiers. Et puis notre but, c'est de pousser un petit peu l'économie locale sur quelque chose de plus intuitif et plus collaboratif. Ouais, ça peut paraître paradoxal, en vous écoutant, vous avez beaucoup de fois cité le mot information. On se demande comment est-ce que des entreprises aujourd'hui qui sont ultra connectées, on l'est tous avec des téléphones, des ordinateurs, n'arrivent pas à se mettre ensemble. Comment est-ce que vous l'expliquez? Bon, on est aspergé d'informations de tout bord, par Internet, par les médias, mais le contact personnel entre personnes, la sympathie entre personnes reste quand même primordial pour la création d'un tissu relationnel. Ça veut dire quoi que dans la région, ça finit par un coup de blanc? On va le citer, on a cité tout à l'heure. Un coup de blanc, oui. Ça aide. Un coup de blanc et des flûtes, c'est toujours bienvenu. Ouais. Alors Robert Geneski, je sais que vous travaillez notamment également en synergie avec l'ASIC, l'association des commerçants de Nyon. Il y a eu en fin d'année ce marché de Noël qui traîne du monde en ville. De quel œil est-ce que vous voyez par exemple ce genre de manifestation, et est-ce que ça permet justement de rassembler plusieurs acteurs? Moi, je pense que la SIC fait un travail extrêmement important pour Nyon. L'organisation du marché, c'est extrêmement important pour animer le commerce local. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est plutôt le réseautage entre personnes exerçant des professions libérales ou des artisans, des créateurs. C'est un autre type d'activité. Mais il y a une synergie. Il y a certains de nos membres qui sont également membres de la SIC et vice-versa. Ouais. Michael Guslab, les objectifs et les défis prioritaires pour les 5 prochaines années, pour vous, ça serait lesquels? De continuer sur notre lancée. Donc on est très très fiers d'avoir les mêmes membres qu'on avait déjà au début. C'est une trentaine de membres aujourd'hui, peut-être qu'on peut rappeler, ça passe par quel profil? On a dit des grandes comme des petites entreprises, mais encore. Alors on a vraiment tous les profils, du directeur d'agence d'assurance, du petit entrepreneur, de l'indépendant, comme moi. On a vraiment tous les profils et tous les secteurs. Et c'est certainement ce qui fait notre force à l'heure actuelle. Ouais, et ces défis, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais est-ce qu'il y a des envies comme ça qui sont à prioriser aujourd'hui? Bon, notre priorité, c'est dans la programmation. En fait, le plus grand défi, c'est de trouver des sujets qui interpellent nos membres, qui disent, parce qu'on les sonde périodiquement, ils disent qu'ils apprécient la convivialité de nos réunions et aussi la qualité de notre programmation. Donc, le plus grand défi actuellement, c'est de maintenir ce niveau de qualité dans notre programmation. Ouais, très bien. Et puis le prochain rendez-vous, je crois qu'il peut déjà être pris. Ça sera évidemment à soulever sur votre site internet, mais la prochaine réunion aura lieu le 27 janvier prochain, donc dans 2 semaines, et ce sera à l'Écusson Vaudois à Ézin. Si on veut y participer, comment est-ce qu'on fait? Il faut aller sur notre site www.nyonbusinessforum.ch et toutes les informations y sont, y compris les informations sur l'émission que nous avons fait avec Nyon Région Télévision qui s'appelle C'est quoi ce business, dont on pense relancer une 2e saison cette année. Ah bah voilà, le rendez-vous est pris, en tout cas à la maison. Vous le savez, à voir et à revoir en compagnie de notre cher Alexandre Caporal. D'ailleurs, messieurs, avant de lui donner la parole, et puisqu'on va parler vin, votre petit vin chouchou à vous de la région, est-ce que vous en avez quelque chose qui vous fait absolument craquer? Ça serait? Je ne veux pas prendre parti pour l'un ou l'autre. J'aime beaucoup nos vignerons de la région. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a eu un bond de qualité remarquable dans la région ces dernières années. Oui. Provenez les prix que gagnent nos vignerons. Je prends par exemple l'exemple du frère de M. Heiniger qui dirige l'Écusson Vaudois Ézin, qui vient de gagner un prix pour un de ses vins. Et
Il n'est pas seul. Ouais. Robert Genevski, conseiller communal également, voilà, qui nous a fait une belle réponse politique pour ne décevoir personne. Voilà qui est joliment dit. Merci beaucoup, Michael Guzla, également d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Alexandre, on retourne à toi. Dis-nous tout donc sur ce fameux vin de chez nous, Chasselas, et surtout le vin du Conseil d'État. Oui, c'est surtout Michael Monnier qui est vigneron ici. Rebonjour, merci de nous accueillir ici au domaine de Haute-Cour, qui va nous présenter un peu tout ça. Déjà, Michael, première question que j'ai envie de vous poser, c'est on est où ici? C'est quoi ce domaine? Bonjour Alexandre, bienvenue au domaine de Haute-Cour. Donc ici, on se trouve sur un domaine qui appartient, un domaine qui date depuis 1663, qui a été construit par un Bernois à cette époque-là pour surveiller son domaine viticole. C'est un domaine qui comptait à l'époque 6 hectares et aujourd'hui, le domaine de Haute-Cour représente environ 23 hectares. D'accord. Je travaille avec 3 autres collaborateurs. Ah oui, et alors ça produit combien de vins? On les voit ici justement? Alors justement, sur le domaine de Haute-Cour, on va trouver justement le Haute-Cour Premier Grand Cru qui a été récemment primé par le Conseil d'État. Donc c'est celui-ci, Andrea, voilà. Voilà, exactement. Ici, on va retrouver le rosé du domaine, donc qui est un rosé à base de gamay. Ouais. Ici, on aura un Plan Robert du domaine de Haute-Cour, donc avec un élevage en barrique, qu'on verra plus tard, et un assemblage à base de Gamaret et de Merlot, aussi élevé en barrique. Donc 80 en fait. 80 sur le domaine de Haute-Cour. On pourrait se dire que c'est peu finalement. 4,20, Michael. 4,20 c'est peu. Après, justement, sur les autres domaines, on travaille le domaine de la Viborne, qui est un Chasselas Grand Cru. D'accord. Et un Sauvignon Blanc qu'on fait sur ce domaine aussi, à peu près. C'est aussi à Mont-sur-Rôle? C'est aussi sur Mont-sur-Rôle. D'accord. Ouais, bon, alors on va parler, venez seulement avec moi, on va parler justement de ces vins ici, Michael, puisque premier grand cru, donc le voilà, ce fameux Chasselas récompensé, donc c'était à la fin de l'année passée. Ça veut dire que le Conseil d'État va utiliser votre vin pour toutes ces manifestations officielles durant l'année. Déjà, ça représente, mettez-vous juste devant Michael, voilà, comme ça je suis pas trop à contre-jour. Merci beaucoup. Ça représente quoi déjà pour vous, pour le domaine? Alors, c'est une super récompense, c'est sûr, pour tous les employés qui ont travaillé, pour le vigneron aussi, bien sûr, pour l'œnologue, toute l'équipe, ma compagne aussi qui me soutient aussi dans mes tâches quotidiennes. C'est une magnifique récompense qu'on a la chance d'avoir pu avoir. Et concrètement, ça veut dire combien de bouteilles que vous allez écouler pour le Conseil d'État? Alors, pour le moment, c'est environ 700 bouteilles pour l'année, pour tout ce qui sera de leur partie officielle et de leur réception. D'accord. Et vous avez déjà vu, parce que ça a été annoncé à la mi-décembre, vous avez déjà vu justement un bond peut-être dans les ventes, un intérêt du public. Est-ce que vraiment ce prix-là, en fait, ça change quelque chose? On a reçu énormément de félicitations de la part de clients, évidemment aussi d'autres vignerons, et on voit qu'on a quand même des ventes supplémentaires qui se font grâce à cette distinction. Bon, ce qu'on doit dire, Michael, c'est qu'en fait, c'est pas la première fois que vous recevez ce prix, mais c'est la 4e. Parce que voilà, ce qu'on voit ici, c'est que ça fait donc 10 ans que ça existe, ce fameux prix du Conseil d'État. Ça avait été fait avec le millésime 2011. Voilà, 4 fois lauréat quand même. Oui, 4 fois. Bon, alors ça fait plus grand-chose maintenant en 2023. Si, ça fait toujours énormément plaisir. Bon, alors, justement, avant qu'on déguste ce vin, vous me montrez comment vous le fabriquez? Oui. Je vous suis dans cette cave, du coup. Eh bien, c'est parti. Alors, dites-nous, ici, on est où déjà? Ici, on est dans le chai à barrique principal du domaine. Donc, comme je vous ai montré avant, on avait un Plan Robert qui est élevé en barrique. Eh bien, c'est 12 barriques qui sont sur ce côté-là. Et on fait un élevage d'environ 18 à 22 mois. D'accord. Dans le sous-bois. Et même chose pour l'assemblage Gamaret Merlot, avec une proportion, avec un peu moins de barriques, mais aussi toujours 18 à 22 mois. Et donc là, c'est quelle récolte qui se trouve là-dedans, dans cette tonneau pour l'instant? 2022. D'accord, donc celle de l'année passée, quoi, Ouais, donc qui attend justement. Tout à fait. C'est quand que vous allez la mettre en bouteille, celle-ci? Alors, après dégustation, on verra, mais en général, c'est presque 2 ans d'élevage avant de faire la mise en bouteille. D'accord, donc 2024, on peut espérer goûter le vin de 2022. Exactement. Alors, je me permets, je vous devance juste, Michael. Voilà, on arrive dans cette pièce avec... Alors, c'est assez drôle parce que moi, je n'avais pas entendu ça. C'est peut-être mes faibles connaissances dans votre métier, mais mettez-vous juste devant, voilà. Ouais. Vous appelez ça des vases. Alors moi, on appelle ça un vase ou un foudre. Ouais. Donc, ces gros tonneaux qui font à peu près, pour le plus petit tonneau, 4300 litres à 5600 litres. Et c'est quoi? Ça sert à quoi, ces vases? Alors, les vases sont utilisés surtout pour l'élevage des chasselas.
D'accord. On a justement cette forme, c'est le côté tradition, hein, ces fabrications-là. Donc, c'est des tonneliers suisses qui nous fabriquent ça. C'est la maison Soupiger qui a monté pour la plupart des tonneaux. Et puis, on a encore la forme originelle du tonneau. Ouais, et ça donne justement cette forme un peu, voilà, ovale, traditionnelle. Ça donne un goût particulier au vin. Alors, dans le vin, à l'intérieur du vase, on a un mouvement qui se crée, un mouvement naturel. Et puis, ce mouvement est accentué justement avec la forme du vase. Ce côté ovoïde accentue un peu ce mouvement. Donc, on aura une rotation à l'intérieur du vase qui va être, où on aura une proportion avec les lits qui sera plus importante. D'accord. Là, vous en avez combien de ces vases? Il y a 10 vases. Il y a 10 vases. Et là, justement, il y a quel millésime est en train d'attendre? Alors là, on est sur le 2022. Ah, là aussi? Oui, bien sûr, on est sur 2022. Donc, tout est là. Une partie est là, ouais. Il y aura combien de litres, combien de bouteilles pour 2022? Alors là, on est à peu près dans les 50 000 litres. Ouais. Donc, les premières mises en bouteille vont être faites, on va dire, au mois de mars. Et puis, les premiers grands crus seront tirés sur le mois de juin à juillet. Ouais. Belle année, Michael? Très belle année. Ah, très belle année. Justement, je me réjouis d'en parler avec vous, avec un ballon à la main, parce qu'il faut dire un ballon, hein, c'est oui. Ça. Voilà, donc un verre de blanc. Mais voilà, donc on a visité. Alors, on va pas aller jusque là-bas, Andrea. Il y a une dernière pièce, mais on va perdre la connexion si j'y vais. Mais alors, j'ai trouvé très étonnant, Michael, parce que dans cette salle là-bas, vous stockez des très vieilles bouteilles. Voilà. On a vu du vin du domaine de Haute-Cour, mais qui date de 1945. Voilà. Est-ce que le vin est encore bon? Bien sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. On a une collection, on garde une collection chaque année. On garde des bouteilles pour justement mettre ces bouteilles de côté. Ouais. Et on les propose à la vente juste dans les années 1992. D'accord. Et alors, vous m'avez dit quelque chose hors micro tout à l'heure qui m'a beaucoup étonné, c'est que vous m'avez dit, moi, je préfère boire le blanc très vieux. Voilà. Alors que c'est vrai que traditionnellement, on a l'impression que c'est le rouge, en fait, qui va se garder dans l'année. Tout à fait. C'est vrai que le chasselas a un potentiel de vieillissement qui est très important. Ouais. Et c'est pour ça qu'on les garde, on les garde aussi longtemps. On adore les accompagner avec du gruyère. Ouais. Ça amène un mariage exceptionnel. Ah bah très bien. Bon, je me réjouis de déguster, Andrea. Voilà, on va s'asseoir, on va déboucher une bouteille avec Michael, et puis après on te parle un peu plus largement, justement de qu'est-ce que fait un vigneron au mois de janvier, où ça en est justement, et puis qu'est-ce qu'on peut attendre de cette récolte 2022. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On aimerait beaucoup s'inviter à table avec vous. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On va passer au sport avec nos invités suivants, Nicolas Holguin, David Gérard, dont je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes tous deux membres du Léman Racing Club qui est lancé. C'est le grand tour qui est lancé de janvier à septembre où les cyclistes de la région sont invités à comparer leur chrono. Alors, vous n'êtes pas venus à vélo, messieurs? Non, aujourd'hui, on n'a pas osé aujourd'hui, la météo s'y prêtait pas. C'est vrai, avec la neige. Mais pourtant, on va le voir, hein, vous avez eu des journées qui étaient un peu du même style. Alors, c'est un club qui est plutôt récent, qui a été créé en octobre 2019. Mais présentez-nous, c'est quoi le Léman Racing Club? Bon, alors le Léman Racing Club, il y a 4 fondateurs qui ont créé ça, 4 amis qui aiment bien courir, le vélo. Et eux, ils voulaient partager ça. Et un jour et autre, ils ont accumulé des membres et ça a commencé à former une communauté de cyclistes. Une jolie communauté aujourd'hui, hein, vu puisque vous êtes 65 membres. Exactement. Vous recherchez quoi? Il y a un petit esprit de compétition quand même, on peut le dire. Alors oui, on a 3 mots-clés qu'on aime bien. C'est le plaisir, la performance et le respect. Alors évidemment, ça fait énormément de plaisir de rouler ensemble. En même temps, on cherche la performance. Alors, ça veut dire se dépasser. Ça, c'est pour nous vraiment la performance, de se dépasser. Et c'est plaisir, performance et respect. Respect. Voilà. Alors, on a des jolis projets avec nos partenaires. C'est souvent des partenaires du coin, d'ici. On a le partenaire des habits. Pesenia, c'est une nouvelle marque qui travaille avec des matériels Blue Design. Pour être plus efficace, j'imagine aussi, et plus rapide, vu qu'il y a cet aspect surtout c'est un aspect social. On veut, avec les vélos, c'est déjà une image de protéger notre environnement, d'accord. Et les habits qu'on porte, on ne veut pas détruire encore plus la planète. Alors on cherche vraiment, avec nos partenaires, de faire quelque chose de très sustainable
pour le futur. Voilà, ça c'est aussi Donc on travaille le corps mais l'esprit aussi, on cherche comment est-ce qu'on s'intègre ou pas dans cette société. Alors Voilà. c'est un grand tour qui a débuté cette année le 15 janvier qui se joue en 9 étapes, une étape par mois pendant 9 mois. Expliquez-nous comment ça se passe. Tout à fait, donc en fait ça s'appelle le LRC Grand Tour et puis en fait chaque mois il y aura un segment déterminé dans la région qui sera chronométré via l'application Strava, c'est une application qui est très connue par les cyclistes et en fait l'idée c'est de se confronter sur chaque segment chaque mois et puis de se dépasser et puis de pouvoir se comparer et puis il y a un petit esprit compétition. C'est ouvert à tout le monde, pas forcément que les membres. Il y a aussi toutes les personnes qui aiment le vélo dans la région. Et puis l'idée aussi, c'est de faire découvrir la région. Il y a pas mal, la région se prête vraiment très bien à la pratique du vélo. Et puis on était à Mont-sur-Rôle là tout de suite. Par exemple, la côte de Mont-sur-Rôle, je pense qu'elle fera partie du LRC Grand Tour. Ouais. Donc voilà. On va revenir sur quelques images. C'était en janvier, on le disait, c'était une journée assez froide et pluvieuse. Où est-ce que vous êtes allé à vélo? Voilà. C'était quoi le parcours? Alors, pour cette journée, on avait prévu de faire une belle sortie de 40 km, mais on a vu la météo, c'était vraiment pas une météo pour les cyclistes. Et on a décidé de faire juste le parcours de Prangent. On avait passé la clinique de Prangent et c'est un tout petit parcours de à peu près 750 mètres où on a notre leader de cette compétition avec nous. David, il a fait un très bon temps là-bas avec une puissance assez impressionnante et ça c'est évidemment pour nous les autres très motivant et inspirant de vouloir être au plus proche de lui, qui maintenant c'est notre benchmark. Se challenger. Mais là je vois pas 65 membres sur les images, ils ont eu moins de courage parce qu'il pleuvait, c'est ça? Voilà, alors on peut le dire, et moi je trouve que c'est très excusé, c'est pas une journée où on veut faire du vélo. Par contre, les 5 qui sont venus peuvent vraiment dire que ça sont les vraies guerrières du janvier. Mais oui, ça fait partie du vélo, de aussi se battre contre le temps un petit peu. Après, il y avait eu un groupe la veille aussi qui est un petit peu plus nombreux, il y avait une dizaine de participants. Et puis l'idée, c'est qu'en fait, chaque personne peut y aller courant le mois quand il le désire. Alors c'est clair qu'on commence doucement, c'est des petits segments, puis petit à petit, on va monter crescendo pour avoir des segments plus longs, un peu plus difficiles. Puis il y en aura pour tout le monde. Ouais, les plus gros défis justement à venir, ça sera lesquels? Quelles seront les grosses étapes de ce parcours? Alors je ne connais pas encore tous les segments. Je pense qu'il y aura la montée de la Barriette, j'imagine. Oui, alors on regarde bien. On a des idées en tête, on a des différentes options. Comment vous les choisissez justement ces parcours? Alors on essaye de trouver quelque chose qui est peut-être pas si connu. Par contre, la Barriette, c'est un petit peu peut-être la reine de la région. Alors c'est très probable qu'elle sera dans le parcours. Et on regarde un parcours qui est en termes de sécurité est toujours bien. On va pas faire, je sais pas, à travers Nyon le parcours, mais on essaye de chercher le Jura, là où il n'y a pas de voiture, on va pas embêter les gens et en même temps on peut vraiment se donner à fond sans prendre des risques. Mais Nicolas, vous avez cité la Barriette, c'est une manifestation qui existe où il y a déjà un chrono, il y a une compétition. Pourquoi du coup le faire entre vous et pas justement lors de cette manifestation? Ouais, c'est juste, on se donne une date et comme on est les cyclistes, on aime bien se comparer, on aime bien se défier et souvent, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, la Barriette, c'est à VTT et puis là, c'est en vélo de route, donc c'est un peu différent. Et puis, mais c'est clair qu'il y a déjà des manifestations qui existent. Il y en a peu, mais il y en a quand même qui sont en plus très intéressantes à faire. Donc, on va dire qu'on amène un petit changement, un petit truc en plus. Dans la région. Ouais. Dans la région, est-ce qu'on pourrait imaginer justement qu'à l'avenir, le Léman Racing Club traverse les frontières et puis aille ailleurs qu'en Suisse? Pas vraiment, c'est pas de notre plan. Pédaler jusqu'en France, en Italie. Alors il y a des compétitions qui sont on fait des compétitions, exactement. On fait des compétitions. On a aussi prévu un camp d'entraînement au sud de la France, là où le climat est un petit peu plus agréable qu'en Suisse en ce moment. On va faire ça début mars. Mais oui, on cherche toujours les défis partout et évidemment le club, surtout le côté Jura, on passe la frontière, on revient, mais voilà, on est vraiment dans une région extraordinaire pour le vélo. Je comprends, donc on en profite ici, on explore nos terres avant d'aller ailleurs. Si on veut s'inscrire pour la prochaine, comment est-ce qu'on fait?
Comment, surtout? Alors, c'est tout simple. Il suffit d'avoir un profil Strava. Et puis, vous allez faire le segment, vous le repérez. On l'indique, en fait, chaque milieu de mois, il y a une communication qui est faite sur les réseaux sociaux. Donc, il faut aller s'abonner soit sur la page Instagram ou alors sur le site internet Léman Racing Club. Et puis, vous allez voir, il y a un classement. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit par téléphone ou mail ou par les réseaux sociaux. Voilà, on est ouvert. Le principe du club, en fait, c'est que chaque membre s'investit à sa façon. On a tous des vies à côté, donc on s'investit voilà, de la meilleure façon qu'on puisse. Et puis, voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous. Chacun a son rythme et à son niveau. Je vous en prie, allez-y. Oui, pour faire partie de la compétition, il faudra sur Strava, sur cette application que c'est un petit peu le Facebook pour les cyclistes, demander d'être ajouté à notre groupe Strava, que je crois aujourd'hui on est 140 membres dans ce groupe, que ça ne veut pas dire que ce sont des membres du club, mais ce sont tous les gens qui veulent rouler avec nous. Qui sont intéressés. Qui sont intéressés. Alors, grâce à ces groupes, on voit après fin de mois, on voit exactement le résultat, qui était le plus vite et où est-ce qu'on est. Et à la fin de toute cette compétition, on travaille avec les partenaires pour donner des petits goodies aux participants. Récompenser les meilleurs. Bon voilà, en tout cas, vous êtes bien partis sur les chapeaux de roue. David et Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout nous avoir présenté ce Léman Racing Club. Très belle journée à vous. Merci à bientôt. À vous. Merci à toi. Alexandre, on retourne à toi pour nous parler de ce fameux vin d'honneur du Conseil d'État. Mais j'ai une petite question. Est-ce que on peut nous expliquer comment justement ce vin d'honneur est choisi? C'est une dégustation à l'aveugle? Oui, alors on va le servir justement, Michael Monnier, ce domaine de ce premier grand cru, je vais y arriver, pardon, ce chasse-là, voilà, c'était le mot que je cherchais. On va déboucher la bouteille. C'est vrai, comment il est choisi en fait, ce vin par le Conseil d'État? Je sais qu'ils en goûtent plusieurs. Alors le Conseil d'État en fait choisit sa réserve parmi les premiers grands crus. Ouais. Et puis les échantillons sont déposés chez l'œnologue cantonal à Morges. Et puis là-bas, il récolte donc tous les échantillons. Il va faire déguster toute la panoplie des vins à un collège de dégustateurs. D'accord. Et ils vont sélectionner 3. OK. Et ces 3 vont être dégustés à l'aveugle par le Conseil d'État et choisiront leur vin parmi ces 3 derniers. Voilà. C'est que des chasselas? C'est que du chasselas. Voilà. Donc, le chasselas, alors on débouche la bouteille? Volontiers. Eh ben magnifique, très bien. Présentez-moi aussi, Michael, justement un petit peu ce vin, quoi. Comment il est produit, quelle est sa particularité, qu'est-ce qui fait que le Conseil d'État l'a choisi, justement? Alors, ce vin, comme bien d'autres chasselas, va révéler des arômes justement sur le tilleul, sur des fruits à chair blanche, on va avoir de la minéralité sur ce vin qui va s'exprimer. Je vais se déguster. Ouais. On a un enracinement relativement profond sur ces vignes, parce que les premières parcelles ont été plantées en 1985, 1987 jusqu'à 1993, depuis 1985 à 1993. Oui. Donc on a quand même un enracinement qui est quand même bien posé, qui est quand même bien là. Et puis du coup, justement, on va exprimer aussi les arômes de minéralité sur ce vin. Ouais, d'accord. Merci. Santé, Michael. Merci beaucoup. Ça m'avait manqué, Andrea. Première fois de 2023, voilà. Première visite chez un vigneron du district. Michael Monnier, il est excellent déjà. Merci. On peut préciser que c'est le millésime de 2021. C'est le 2021 qui va être servi pour l'année 2023. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, puisqu'on a parlé de cette année 2022, je fais un tout petit retour en arrière avec ces vendanges, avec cet été très chaud pour le domaine de Haute-Cour et pour les vins que vous produisez. Donc, je rappelle, Chasselas, Plan Robert, il y a un assemblage, un rosé aussi. Comment ça s'est passé cette année 2022? Vous avez dit tout à l'heure, c'était très très bien. Alors, on a un magnifique millésime. C'est vrai que les vignes où on avait un enracinement quand même relativement profond, ça s'est très bien passé. On a eu des endroits où justement les sols sont moins profonds, où les vignes sont plus jeunes, donc du coup on a moins d'enracinement. Et du coup, on a eu des endroits où ça a souffert de l'eau. Là, il faut le dire clairement, c'est vrai que la vigne a eu soif cette année. Mais on s'en est bien tiré. Ouais, c'est allé pour l'arrosage justement. Oui, alors justement, je vous parlais avant, je vous ai pas parlé de Saint-Vincent, domaine de Château Saint-Vincent où on produit un chasselas et un pinot noir. Ouais. Donc il y a 9 hectares sur ce château et on a la chance de bénéficier d'avoir une source dans laquelle on a pu aller puiser pour arroser quand même
les vignes où ça descend. Donc, qui est un domaine donc à JI et puis qui appartient aussi donc du coup à. Qui appartient pas, c'est une location. Ah, c'est une location. Voilà. D'accord. Propriétaire, c'est M. Rolla. D'accord, pour produire le vin aussi. On précise aussi que ce domaine de Haute-Cour est donc appartient à Schenk. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça change justement d'avoir une grande entreprise connue comme ça qui s'occupe de ce genre de domaine viticole dans la région? Comment dire, ça change quelque chose en termes peut-être de visibilité, de promotion, de fabrication? Alors évidemment que visibilité sont derrière nous, ça c'est sûr qu'on a beaucoup de chance de les avoir pour cette promotion. Après, ils mettent énormément les domaines en avant, les petits domaines en avant, et ça c'est pour moi une grande force. Ouais. Parce que justement, on peut travailler comme un vigneron caveur. Comme un vigneron caveur, et je trouve que c'est une bonne chose. Donc de rester dans cette tradition avec ces petits domaines, on imagine que ça aide aussi en termes de distribution du vin en fait. Oui, tout à fait, la distribution du vin. Donc non, justement, on est ouvert ici par exemple tous les jeudis sur le local de réception de 16h à 19h. Et puis dans la commercialisation, on a aussi la maison Aubrist, qui est aussi dans le giron de la maison Schenk, qui commercialise eux plutôt sur la restauration. Ils vendent le domaine de Haute-Cour, aussi bien le Chasselas que le Pleurob. D'accord. Voilà. Michael Monnier, merci beaucoup. Dernière question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait un vigneron au mois de janvier? Alors, un vigneron, avec toute cette neige, là. Au mois de janvier, quand il fait beau, on est bien évidemment à la vigne, à la taille. Et puis, quand il neige comme ces jours-là, ma foi, on s'occupe de l'entretien des machines. Et on reçoit des clients. Et de faire quelques rangements et on reçoit des clients. Absolument. Oh, magnifique. Merci beaucoup, Michael Monnier. Et puis bravo encore pour ce prix, donc un premier grand cru Mont-sur-Rolle, qui est donc le vin 2023 choisi par le Conseil d'État pour les manifestations. Tu l'auras compris. Andrea, santé chez toi et puis bonne journée. Santé, bonne journée, Alexandre. Santé, sans vin, mais le cœur y est en tout cas. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle suite de programmes.